Eh bien, bonjour à tous sur cette première conférence numérique de la Tribune en région Centre-Val de Loire consacrée au rebondissement du tourisme. Troisième région touristique de France après Paris et la Côte d'Azur, avec 3,4 milliards d'euros de retombées, soit 5% du produit intérieur brut de la région, 32 000 salariés, le centre Val-de-Loire est particulièrement impacté par la crise sanitaire. Cette dernière s'est traduite notamment par la fermeture de tous les sites touristiques, parmi lesquels les emblématiques châteaux de Chambord et d'Amboise, ou encore la fermeture du très fréquenté zoo de Beauval, en Loir-et-Cher, qui reçoit 1,6 million de visiteurs par an. À l'instar des autres territoires français, les cafés, hôtels, restaurants du centre Val-de-Loire sont eux aussi restés portes closes pendant 3 mois et n'ont rouvert leurs portes qu'aujourd'hui, 2 juin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour illustrer l'ampleur de la crise du tourisme dans notre région. Le manque à gagner total à fin mai s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros, voire 500. Pour débattre des dispositifs d'aide et des conditions de la reprise de l'économie du tourisme en Centre-Val de Loire, eux-mêmes intégrés dans un vaste plan tourisme du gouvernement, annoncé le 14 mai, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin 4 acteurs clés du tourisme sur notre territoire. En premier lieu, je salue François Bonneau, président de la région Centre. Bonjour. Très impliqué dans le tourisme. Je salue en second lieu Sabine Ferrand, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui représente donc les cafés, hôtels, restaurants. Bonjour madame. Bonjour. Je rappelle au passage que vous êtes propriétaire de 2 établissements à Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher, le Rhinocéros et la discothèque Le Tango. Tout à fait. Je salue également Marc Mettet, directeur du château d'Amboise. Bonjour. Bonjour Marc. Et enfin, je salue également le financier de l'équipe, en l'occurrence Thierry Martignon, directeur régional de la Banque publique d'investissement. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, sans plus attendre, les sites touristiques ont commencé à réouvrir depuis le 20 mai, après la montée au créneau de François Bonneau et de Stéphane Bern au plus haut niveau de l'État. Quel a été le déclencheur de cette autorisation assez rapide et qu'induit-elle pour les sites, notamment en matière de règles sanitaires? Donc François Bonneau, je vous donne la parole en priorité pour nous expliquer un petit peu la genèse de cette autorisation. Et en second lieu, donc Marc Mettet, vous nous donnerez concrètement les conditions de réouverture du château d'Amboise. Merci. Merci. Tout d'abord, dire qu'après l'année 2019, qui avait été une année de complet rayonnement pour le tourisme en Centre-Val de Loire, nous avions, avec l'ensemble des sites, un super projet pour 2020. Et lorsqu'est arrivé ce confinement, nous avons travaillé avec l'ensemble des sites, avec l'ensemble des acteurs pendant le confinement pour d'abord ne pas rester seul, ne pas rester isolé, pour voir mieux appréhender les difficultés qui étaient les leurs. Et c'est tout naturellement qu'on a eu dans une conférence téléphonique Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du tourisme, et on lui a dit de manière très claire, très simple, les petits musées vont réouvrir, les parcs et jardins vont réouvrir. En Centre-Val de Loire, on est un tourisme de nature, on est un tourisme de plein air, c'est la Loire à vélo, c'est des parcs, des jardins, etc. Qu'est-ce qui s'opposerait à ce que ces sites, ces jardins, ces châteaux puissent réouvrir? Absolument rien. Et ce qui a vraiment été décisif, c'est en effet qu'avec Stéphane Bern et soutenu par un très grand nombre de sites, nous demandions au président de la République et au Premier ministre cette réouverture et que les sites se mobilisent très concrètement pour faire des propositions en disant la réouverture, ce sera la sécurité. Ce sera la sécurité avec toutes les mesures qui sont mises en place pour que non seulement on ait le plaisir de visiter, mais on ne prenne aucun risque. C'est ce cocktail-là du collectif très mobilisé qui a marché.
Très bien, merci beaucoup François Bonneau. Donc là, très concrètement, je donne la parole à Marc Mettet qui va nous expliquer comment est-ce qu'il a anticipé cette réouverture et comment concrètement l'accueil des visiteurs se passe à Amboise, donc depuis le week-end de l'Ascension, si je ne me trompe pas. C'est ça, nous sommes ouverts depuis le 20 mai. Le président signalait très justement le travail qui avait été accompli l'année précédente. Il y a une vraie culture de travail collectif qui a été essentielle dans la rédaction de ce référentiel, une démarche proactive des sites qui n'ont pas attendu des référentiels nationaux pour agir et qui ont essayé de déterminer quelles étaient les contraintes en commun que nous avions. Ce sont des vieilles maisons assez peu fonctionnelles et pour autant, des solutions ont été trouvées pour essayer de rouvrir dans des conditions certes dégradées, mais tout de même, nous sommes arrivés à rédiger ce référentiel qui reprend des éléments fondamentaux, des prescriptions sanitaires, à savoir les distanciations, notamment dans les files d'attente. Chaque établissement devait repérer les points de fixation éventuels des visiteurs. La règle étant de fluidifier le plus possible le parcours de visite, ce qui était déjà le cas à Amboise, puisque nous avons un sens de visite unique, ce qui nous a facilité quand même les choses. Le deuxième point, c'est réassurer les visiteurs avec des solutions hydroalcooliques, des masques qui ont été rendus obligatoires dans le site, les sites ayant la liberté de l'imposer, mais il nous a semblé suffisamment assez naturel d'imposer ce port de masque pour assurer la protection réciproque des salariés et des visiteurs. Au-delà de ces procédures, de ces équipements, il a fallu là consacrer beaucoup d'énergie à la recherche de ces fournisseurs. La région nous accompagnait avec une plateforme qui nous permettait d'identifier des acteurs. Ça a été un point essentiel de ce travail avant d'engager une réflexion sur l'évolution de notre offre, s'adaptant en fait aux contraintes qui seront les nôtres pendant une grande partie de la saison. Très bien, c'est un rebond que nous engageons avec énormément d'innovation pour pouvoir malgré tout assurer cette expérience agréable et puis cette respiration qu'offrent aussi des sites comme les nôtres où les jardins, le paysage sont essentiels. Rappelez-nous en une phrase, Marc, combien de visiteurs à Amboise? Nous dépassons les 450 000 visiteurs par an. Très bien. Alors, deuxième question qui s'adresse donc à Sabine Ferrand. Donc, concernant spécifiquement les cafés, hôtels, restaurants, la réouverture des établissements a eu lieu donc aujourd'hui. Et vous-même, madame, vous allez pour la première fois depuis 3 mois resservir les déjeuners au rhinocéros. Je voulais avoir votre sentiment sur les craintes et les enjeux pour la filière en région Centre-Val de Loire concernant cette réouverture. Donc, Sabine Ferrand, je vous écoute. Alors, on va déjà parler de notre contentement de réouvrir, de retravailler pour nous, pour également nos équipes qui sont aujourd'hui au taquet et qui ne peuvent plus. Et voilà. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une effervescence dans nos boutiques. Donc, c'est la vie, la joie, voilà. À côté de ça, j'ai quand même un petit regret, c'est que le gouvernement ait tardé un petit peu à nous fournir nos protocoles et nous avions vraiment besoin de sortir de cette période anxiogène, en fait. Tout à fait. Et donc, tout s'est fait un petit peu vite, mais bon, on a réussi à se mettre en place tout de même. Aujourd'hui, les craintes, toutes nos entreprises sont vulnérables. Voilà. Et nos craintes, c'est ça. Même si aujourd'hui, même si demain, nous avons des clients, même si nous avons une saison favorable, financièrement, les enjeux sont là pour nous. Alors, on va parler des aides tout à l'heure, justement. Est-ce que nos entreprises tiendront le coup ? Passeront le cap, sachant que j'ai quelques professionnels déjà qui ne réouvriront pas, malheureusement. On a aussi des professionnels qui ont dû procéder à des licenciements également. Donc voilà, on va dire que la réelle période de crise économique va commencer là pour nous. Les enjeux sont majeurs, donc il va nous falloir autres aides que ce qui était déjà proposé et mis en place. Mais je pense qu'effectivement, dans les prochaines questions, nous y reviendrons. Nous souhaitons que tous les touristes, tous nos clients, tous les clients de la région Centre-Val de Loire soient au rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup, madame.
Donc, je vais passer donc à la troisième question globale, justement sur le plan tourisme. Donc, le gouvernement a annoncé le 14 mai un véritable plan Marshall du tourisme. L'État est donc prêt à débourser au total 18 milliards d'aides qui se répartissent d'une part sur des aides et d'autre part sous forme d'investissement dans les fonds propres des entreprises. Concrètement, en quoi consistent ces différents dispositifs annoncés au plan national et abondés au plan régional, dans certains cas, et notamment en région Centre-Val de Loire, et seront-ils suffisants pour combler les pertes et faire repartir le tourisme? Donc Thierry Martignon, je vous donne la parole sur une explication un petit peu pédagogique, mais pas trop longue, du dispositif. Merci Thierry de nous éclairer très concrètement. Très bien, je vous remercie. Alors, tout d'abord, le plan tourisme, qui est de 18 milliards, est l'un des plans les plus ambitieux d'Europe, pour votre information. Donc, il y a une vraie volonté, effectivement, à prioriser le rebond de ce secteur, qui est très important en termes de PIB, tant pour la France que pour la région. Alors, pour rebondir un peu sur les propos de Sabine Ferrand, il faut trouver effectivement des solutions qui soient un peu pérennes et qui permettent, dans les outils qui sont proposés, de permettre un peu le temps long, ce qu'on appelle le cash long. Donc, tout d'abord, avec la Fédération bancaire française, donc l'ensemble des banques, il a été acté. Donc, il y a un report supplémentaire des échéances de prêts pour les entreprises, bien évidemment, qui sont endettées, un report supplémentaire de 6 mois. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, depuis mars 2020, la prochaine échéance de prêts concernant les industries du tourisme, la prochaine échéance sera mars 2020, pour permettre justement, parce qu'on sait que le rebond, que le redémarrage de ce secteur sera beaucoup plus long que d'autres secteurs d'activité. Donc là, c'est acté au niveau de l'ensemble des banques au niveau national et sur demande donc de l'entreprise. Bien évidemment, Bpifrance y participe en tant qu'acteur du tourisme en termes de financement important, et ça représente 400 millions d'euros de recettes en moins pour Bpifrance sur les 6 prochains mois. Bien évidemment, je ne peux pas oublier le PGE, qui est vraiment l'outil massif d'injection de trésorerie auprès des entreprises et notamment le tourisme. Ça représentait 7,5 milliards sur les 80 milliards d'euros de PGE qui ont été octroyés en fait depuis 2 mois, puisque ça a véritablement démarré que le 25 mars. Quelques éléments de comparaison entre le national et le régional. Donc, c'est 5,5 milliards de PGE, donc prêts garantis par l'État, qui ont été octroyés au secteur de l'hébergement et de la restauration. Et ça représente 70 000 entreprises pour un montant moyen de PGE de 80 000 euros. En région Centre-Val de Loire, ça représente 121 millions, donc un pourcentage peut-être un peu plus faible en termes de volume par rapport au niveau national, mais ça concerne 2100 entreprises de la région Centre-Val de Loire, qui représentent 13% du total des PGE qui ont été mis en place auprès des entreprises de la région, pour un montant moyen de 58 000 euros. Donc on voit qu'on est sur des montants beaucoup plus petits par rapport à une multitude d'acteurs sur la région Centre-Val de Loire, peut-être plus petits qu'au niveau national. Donc voilà au niveau du PGE, au niveau global de ce que peut proposer donc l'ensemble des banques. Bien évidemment, au niveau de Bpifrance, on a mis en place depuis mars 2020, on a activé un prêt, donc un prêt qu'on appelle le prêt tourisme, qui est sur une durée longue, toujours encore une fois rechercher le cash long sur une durée de 10 à 12 ans, avec un différé entre 2 et 3 ans, donc pour permettre justement à l'entreprise de tourisme de ne pas avoir à rembourser dès le premier mois ou dès le prochain trimestre une échéance de remboursement. Donc un différé important et sur des durées longues. Et l'idée, c'est bien de résoudre les tensions de trésorerie dans l'attente à des retours de conditions normales d'exploitation. Et grâce à la Banque des Territoires, qui est notre actionnaire, 50%, donc le groupe Caisse des Dépôts, on peut aujourd'hui, on a une capacité d'engagement qui est passée de 80 millions en mars 2020 à 1 milliard d'euros depuis mai, depuis l'annonce du plan et du plan tourisme. Donc une capacité de frappe importante qui concerne donc l'ensemble des entreprises du secteur du tourisme. Bien évidemment, il y a aussi le dispositif régional qui est donc le Cap Rebond, donc le Cap Rebond qui a été lancé avec la région, Monsieur le Président, donc dès le 16 mars, voilà, et dès le 16 mars, avec une dotation d'1 million d'euros qui nous a permis donc d'engager près de 3 millions d'euros de prêts rebonds de 10 000 à 50 000 euros, donc pour des petites entreprises. Et aujourd'hui, on a une capacité, avec la nouvelle dotation, de pouvoir
engagé près de 13 millions d'euros sur des petits montants entre 10 000 et 50 000 euros et qu'on pourra peut-être augmenter à 150 000 euros avec la nouvelle dotation pour peut-être adresser des TPE ou des petites PME du secteur du tourisme. Bien évidemment, il y a aussi d'autres dispositifs que nous avions déjà, que nous avons réactivés, tout ce qui est industrie créative, qui est souvent lié au secteur du tourisme. Je pense aux agences d'événementiel. On pourra effectivement aujourd'hui mettre en place des prêts toujours sur le temps long de 50 000 à 2 millions d'euros. Donc voilà pour l'ensemble des dispositifs spécifiques à un Covid, entre guillemets, de financement sur le tourisme. Et sans oublier, donc, bien sûr, toute l'activité garantie qu'on apporte aux banques, on peut garantir jusqu'à 90%. Donc ça, c'était le premier volet, le volet financement. Ensuite, il y a le volet fonds propres. Parce que voilà, c'est ça que la question que j'allais vous poser. Comment concrètement ce volet est-il mis en place? Voilà. Donc, il représente pour BPI France près de 500 millions d'euros donc de capacité pour intervenir directement aux fonds propres donc des entreprises, donc via des fonds qui ont été redotés, donc jusqu'à 240 millions d'euros pour les PME, les ETI, sur des tickets de 400 000 à 7 millions d'euros, donc une puissance importante. Et bien évidemment, ça ne concerne pas toutes les entreprises, notamment les petits acteurs. Et donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle un fonds d'aide au soutien du tourisme qui s'appelle FAST, qui porte bien son nom, qui a une capacité de 80 millions d'euros grâce à la Caisse des dépôts et consignations qui nous a bien redotés, avec BPI France bien sûr. Et puis les régions seront également sollicitées pour savoir si elles sont intéressées pour participer à ce type de fonds qui nous permet d'adresser des TPE. Alors, quand je dis TPE, sur des chiffres d'affaires supérieurs à 500 000 euros, avec comme cible les hôtels, les restaurants, les exploitants de parcs et loisirs, les voyagistes, etc. Et qui sont en gros des petites, alors sans rentrer dans le jargon un peu technique, de ce qu'on appelle des obligations convertibles, c'est-à-dire ce sont des prêts qui sont remboursés à la fin sur une période de 3 ans, donc pendant 5 ans, rien à rembourser et après, vous remboursez en 3 échéances, la 6e, la 7e et la 8e année pour amortir justement ce remboursement. Habituellement, ces obligations dites convertibles sont remboursées en une seule fois à la fin. Là, on va étaler sur 3 ans pour permettre justement un amortissement de cette dette-là. Quand je dis intervention en fonds propres, ça ne veut pas dire au capital. Les obligations, ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. La vocation de BPI France, c'est surtout pas de transformer des obligations en capital, surtout pas. L'idée, c'est de pouvoir aider ces entreprises à redémarrer et en leur permettant d'avoir du temps pour redémarrer, parce qu'on sait que le temps sera plus long pour ce secteur du tourisme-là et que les entreprises n'aient pas à se soucier de savoir comment elles vont rembourser ce financement, en tout cas les premières années. Merci Thierry. Merci Thierry. Je vais juste donner la parole, avant la réaction de Madame Ferrand, à François Bonneau sur l'abondement de la région sur les aides nationales. Merci. Oui, Thierry a bien développé et c'est très important que nous disions à toutes les structures que Sabine représente aujourd'hui dans cet échange combien la région est concrètement mobilisée. Dès le départ, nous avons choisi d'intervenir directement, le fonds qui a été le fonds rebond, Thierry vient d'en parler. Nous avons apporté 16 millions d'euros pour le déploiement du Fonds national de soutien et pourtant, notamment pour le secteur de l'hôtellerie, notamment pour le tourisme, la restauration, parce que la période est plus longue que pour les autres secteurs, il faut multiplier les outils. D'où l'engagement qui sera celui de la région dans les mesures qui sont annoncées au niveau national et d'où la création d'un outil spécifique en région que nous lançons actuellement ces jours-ci, qui est le Fonds Renaissance. Le Fonds Renaissance, c'est avec la Caisse des dépôts et consignations, avec l'ensemble, la quasi-totalité des métropoles, agglomérations et EPCI de notre région. Ce seront 13 millions d'euros qui seront à nouveau mobilisés. Il faut que nous les aidions. Cette région, c'est une région qui est en complet développement sur le plan du tourisme. Alors, on va en parler tout à l'heure après, Président. Et donc, les structures, je veux dire ça parce que les structures sont endettées. Quand vous êtes sur un marché qui est un marché en expansion, vous investissez, vous faites le pari de l'avenir. C'est le cas de beaucoup d'hôtels, de beaucoup de restaurants, de beaucoup de sites touristiques. Il faut absolument qu'on prenne ce passage difficile comme un passage dur, certes, pour nos entreprises, mais qui préfigure
un nouveau démarrage. Nous sommes dans ce redémarrage dans une activité qui est une activité en développement dans notre région. Merci François Bonneau. On va parler justement de l'après-Covid. Là, je laisse maintenant la parole à Sabine Ferrand pour qu'elle nous donne à chaud ses réactions par rapport à ce que vient de dire Thierry Martignon et ce que vient de dire François Bonneau. Est-ce que, grosso modo, c'est adapté, toutes ces aides vont vous permettre de passer le gué? Alors oui, c'est une belle palette de dispositifs, hein, nous ne pouvons pas contredire. Seulement voilà, aujourd'hui, nos entreprises ont déjà des prêts de fonctionnement sur du matériel, sur des achats de fonds. Hein. La crise venant dessus, nous faisons des PGE, des plans rebond, des fonds de renaissance, le nouveau dispositif FAST, mais nous ne pouvons pas surendetter nos entreprises aujourd'hui. C'est clair, ce sont des beaux dispositifs, mais nous ne devons pas les cumuler. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Ce que nous n'avons pas payé pendant 3 mois, nous ne pourrons pas le payer à la fin de l'année, ni l'année suivante. Aujourd'hui, les PGE sont un pansement, mais ce pansement, il faut qu'il tienne. Alors concrètement, vous demandez quoi, vous? Aujourd'hui, il y a une chose qui est très simple pour nous et qui serait vraiment, on va dire, voilà, le plan de sauvetage par excellence, c'est la prise en charge d'une partie de nos pertes d'exploitation qui pourrait effectivement financer nos charges fixes. Qu'est-ce que j'appelle charges fixes? J'appelle nos loyers qui se sont cumulés depuis 3 mois et les loyers à venir que nous allons avoir du mal à payer, certes, les factures qui se sont cumulées, EDF, téléphone, tout ça, ce sont des petites choses qu'on a enfilées sur un collier et à un moment donné, nous allons devoir payer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de payer, même si nous avons eu des aides, notamment l'activité partielle qui a été un levier formidable, le fonds de solidarité également, qui a pu effectivement aider certaines entreprises qui étaient limites, même si certaines entreprises n'ont pas pu être éligibles parce que les chiffres d'affaires étaient trop importants. Donc, nous attendons aussi une augmentation des plafonds de ce fonds de solidarité à venir. Il y a plusieurs semaines qu'on nous en parle, mais on ne le voit pas arriver. Aujourd'hui, il nous faut absolument une négociation avec les assurances. Il faut trouver un compromis de façon effectivement à ce qu'on puisse payer dans un premier temps nos 3 mois d'inactivité. Pensez bien que on avait des achats avant de fermer. Nous avons dû payer nos fournisseurs. C'était primordial, ce sont des gens avec qui on a l'habitude de travailler, avec lesquels on est en confiance et avec qui nous voulons retravailler et nous devons de les payer, ces gens-là. Donc, un coup que vous avez payé tout ça, il vous reste quoi de vos PGE? Rien. Et normalement, les PGE étaient faits pour rebondir au départ de l'activité. Alors, cet argent-là, pour beaucoup d'entreprises, ont été mangés. On ne va pas refaire des prêts. On ne peut pas se réendetter, se surendetter. Vous avez des petits professionnels qui ont encore des prêts sur leurs fonds et qui ne pourront pas rembourser. Et il faut absolument aider. Donc, il nous faut une exonération de charges. Il nous faut de nouveau une TVA à 5,5 en restauration. C'est primordial. Hein, et ça, ce sera réellement quelque chose de souhaitable. Et effectivement, une exonération harmonisée des taxes communautaires qu'on a en région. Donc, est-ce que François Bonneau, président Bonneau, vous pouvez effectivement le lien entre tout ça et nous aider? On va effectivement avoir sur les PGE la réaction très rapide de Thierry Martignon et ensuite François Bonneau sur effectivement le lien avec l'État pour savoir si justement ces exonérations de charges, ces reports de… Voilà, est-ce que ça peut être envisagé? Mais je donne tout de suite la parole à Thierry Martignon pendant quelques instants. Donc sur les PGE, effectivement, ce que vous disiez, Madame Ferrand, donc c'était pour financer un peu les pertes d'exploitation et pour éviter un nombre d'établissements dans tous les secteurs d'activité, en fait, de mettre la clé sous la porte. Voilà, moi, le PGE, je le considère comme une dette d'avenir, même s'il y a le mot dette, qui n'est pas toujours facile, mais voilà, comme une dette d'avenir, donc pour passer ce cap difficile. Et bien évidemment, on sait qu'au bout d'un an, un nombre d'entreprises importantes, et certainement celles liées au tourisme, ne pourront pas rembourser. Et c'est pour ça que l'option d'amortissement, pour nous en tout cas, sera
sera activé à 90% de l'ensemble des PGE, de manière à pouvoir repartir sur 5 années supplémentaires en termes d'amortissement, tout ça pour permettre de lisser donc cette charge-là. Oui, bien sûr, avec des conditions tarifaires, et que l'ensemble des banques de la fédération bancaire se sont engagées à faire, c'est-à-dire de leur coût dit de refinancement, c'est-à-dire zéro aujourd'hui. Donc on peut supposer qu'avec la politique de la BCE et du plan, les taux ne vont pas repartir à la hausse, et qu'au moment où vous allez demander pour les entreprises qui ont activé un PGE de l'amortir sur 3 jusqu'à 5 ans, donc une durée de 6 ans au total, avec cette année différée à taux zéro, que le taux soit également à taux zéro, de manière à ce que ce soit le moins douloureux possible. Mais ça reste une dette, je suis d'accord avec vous, Madame Ferrand. Merci Thierry. Amorti sur 5 ans avec des conditions de refinancement qui seront de zéro. Donc, il n'y aura pas de coût pour l'entreprise financier supplémentaire que le montant emprunté. Merci Thierry. Je laisse la parole donc à François Bonneau par rapport, entre guillemets, à cette idée de courroie de transmission entre les demandes sur le terrain et l'État, notamment sur les exonérations de charges. Oui, c'est notre boulot, c'est notre fonction, c'est notre job, Sabine, d'être l'interface entre ce qui se passe dans vos entreprises et les décisions du gouvernement. Et nous demandons, et ça a été le cas dans certaines situations, nous demandons à l'État que nous puissions, en tant que région, être complètement associés à l'élaboration des plans, parce que nous avons la connaissance particulière du terrain et que ces plans doivent, dans leur nature, intervenir. Moi, je veux réintervenir sur un point que Sabine Ferrand vient de pointer, la problématique qui est celle des assurances. Je crois franchement qu'il y a là une intervention absolument nécessaire, et ça fait partie des choses que nous disons au gouvernement. Il faut aller plus loin. Si les banques avaient réagi comme réagissent les assurances, aujourd'hui, on aurait un tiers, voire la moitié des entreprises qui seraient au tapis. On ne peut pas continuer comme ça. Les assurances, certes, les clauses, etc., parce que ce phénomène n'avait pas été envisagé, mais par rapport à un sujet national et international de cette nature, il faut trouver tous les outils, toutes les mobilisations pour permettre le redémarrage. Et je pense que le dispositif assurantiel a une place à tenir, je le crois vraiment très profondément. Donc, 1000 fois oui pour être dans le dialogue avec le gouvernement, pour chercher les bonnes solutions, pour faire remonter les situations, et 1000 fois oui pour que les bonnes idées et celles de la mobilisation partielle, tout est partiel, mais c'est l'ensemble qui fait le redémarrage, la mobilisation partielle des assurances soit à un niveau supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup François Bonneau. Donc, nous allons poursuivre notre débat sur la question de l'après-Covid, et notamment concernant le plan de reconquête des visiteurs français, mais aussi étrangers. Car il faut savoir que les visiteurs étrangers représentent 30 à 40% des visiteurs des châteaux de la Loire. Alors là, je vais donner la parole en premier lieu à Marc Mettet, et dans un deuxième temps à François Bonneau pour nous expliquer l'après. Donc, concrètement, au niveau du château d'Amboise, comment, Marc, allez-vous agir pour essayer de récupérer vos visiteurs qui viennent d'Europe, mais aussi d'Asie, des États-Unis, puisque le château d'Amboise est connu dans le monde entier. C'est à vous, Marc. Oui, dans l'état actuel des choses, effectivement, nous avons vu fondre une grande partie de notre clientèle et de manière durable. Donc, la crise sanitaire est suivie d'une crise économique et une crise justement de clientèle. Donc, il va falloir se mobiliser d'abord auprès d'un public français, puisque depuis aujourd'hui, notre marché s'est étendu, puisqu'auparavant, nous n'avions que le marché local, et s'adresser prioritairement au public qui fréquente le plus le Val-de-Loire. C'est celui d'Île-de-France qui constitue un réservoir énorme, tant pour les vacances que pour les week-ends. Donc, c'est ce qui permet au Val-de-Loire d'assurer un fonctionnement sur une saison très étendue, normalement. Donc, on fonde quelques espoirs sur cette clientèle avec un plan qui est concerté au niveau régional, là encore, une campagne qui est en cours d'élaboration et qui devrait démarrer dès le début juillet, donc à peine dans un mois, en direction de ce public d'Île-de-France. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Il faut, en dépit du coût que cela représente pour des sites comme les nôtres, eh bien, réamorcer
la publicité sur cette destination Val-de-Loire. Hein, ce n'est jamais individuellement que nous pouvons envisager une promotion sur une échelle aussi importante. Ça passe par de l'affichage, mais également par l'animation de réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des gros vecteurs de décision. En rappelant au passage que la motivation finalement pour la visite de ce Val-de-Loire s'appuie principalement sur les monuments, hein, qui représentent à peu près 84% de la motivation des séjours. Donc c'est l'élément déclenchant. Nous avons une responsabilité d'ouvrir absolument pour réamorcer cet écosystème, quitte à perdre encore de l'argent sur le mois de juin. Nous en sommes tout à fait conscients. Mais si nous n'amorçons pas cela, eh bien, l'ensemble de l'économie ne peut pas se remettre en marche. C'est un point important. Un gros travail est à venir sur l'innovation en matière d'offres, j'en parlais tout à l'heure, sur les visites guidées, sur l'animation. Il y a un point essentiel de la vie de notre Val-de-Loire, c'est le soutien au spectacle vivant. C'est ce qui permet d'ailleurs de renouveler l'intérêt pour nos sites. Et nous avons décidé de financer et de maintenir un certain nombre d'initiatives. Ça passe par des pique-niques panoramiques en musique et par le soutien à quelques concerts musicaux, toujours dans les jardins, hein, ces espaces de respiration qui sont la principale promesse d'ailleurs pour un public parisien avide d'espace. Voilà. Et puis, d'autre part, nous réamorçons le dialogue avec les bassins plus lointains dans l'attente de mesures qui devraient être confirmées le 15 juin, d'ouverture progressive des frontières avec l'espace Schengen, mais au-delà, avec des pays qui ont été très rigoureux dans la gestion de la crise et quelques pays asiatiques devraient d'ailleurs pouvoir progressivement nous rejoindre, alors très progressivement, oui. Les flux n'ayant aucun rapport avec ce que nous avons connu auparavant. Marc, avant de donner la parole à François Bonneau, réexpliquez-nous pour la culture générale de nos internautes le fonctionnement du château d'Amboise. Donc, c'est géré par la Fondation Saint-Louis. Oui, c'est un statut un peu atypique, effectivement. C'est donc une fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation est la conservation des sites dont elle a la charge. Donc, en Val-de-Loire, il s'agit de 2 sites, celui du château d'Amboise et celui de la chapelle royale de Dreux. Donc, aucun bénéfice n'est recherché dans cette affaire, mais nous sommes soumis, tout comme d'autres sites privés, à une logique d'équilibre économique. Donc, l'enjeu est celui de la mobilisation des visiteurs, qui sont nos principaux mécènes, rappelons-le. Très bien, merci beaucoup Marc. Donc François Bonneau, par rapport au redémarrage du tourisme, expliquez-nous globalement quel est le dispositif, quels sont les dispositifs mis en place par la région pour promouvoir, entre guillemets, le slow tourisme, la douceur de vivre du jardin de la France, et grosso modo, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour essayer de reconquérir ce public autant que faire se peut, puisqu'on voit qu'effectivement, les publics asiatiques, normalement, il faudra encore un peu de temps. Donc, je vous laisse vous exprimer, et puis après, nous demanderons aussi la réaction de Thierry et de Sabine. Thierry sur les aspects financement et Sabine sur les aspects écosystème, puisque les cafés, hôtels, restaurants font partie de l'écosystème de ce redémarrage sur le slow tourisme. Donc, François Bonneau, c'est à vous. Merci. Nous vivons une période très, très particulière puisque dans ces 2 dernières semaines, seuls pouvaient venir sur nos sites les touristes de proximité 100 km maximum. Alors que, comme ça vient d'être souligné par Marc à l'instant, nous avons toute une clientèle, une population qui vient de l'international et qui vient notamment d'Île-de-France. Ce jour, c'est une très belle journée, d'abord parce que les restaurants et les hôtels réouvrent, mais c'est une très belle journée aussi parce que nous allons pouvoir accueillir sans limitation de kilomètres la totalité des visiteurs français et notamment ces visiteurs d'Île-de-France. Par le passé, il y a 10-15 ans, un francilien, un habitant, un parisien, quand il partait en week-end ou sur un court séjour, il citait la Normandie et il citait la Bretagne. Aujourd'hui, il cite avec la même importance Centre Val-de-Loire, le Val-de-Loire. Pourquoi ?
Bien parce qu'on a un tourisme qui est spécifique. On a le tourisme culture et nature. On a le tourisme à vélo, par exemple, qui est absolument fondamental. 1 200 000 utilisateurs de la Loire à vélo. Et ça, c'est un tourisme qui est complètement tendance. Nos concitoyens, ils ont envie de quoi en ce moment? On a envie de quoi? On a envie de nature, on a envie de culture. On a envie de se retrouver avec la famille, avec les amis, dans un lieu où la nature est généreuse et protectrice, dans un lieu où la culture, finalement, à travers ses châteaux, ses parcs, ses jardins, à travers nos parcs naturels régionaux, près de nos cathédrales, sur le parvis de nos cathédrales, un endroit où la culture nous lègue à la fois quelque chose de formidable, mais aussi un devoir. Et comme Marc le disait, aujourd'hui, nos lieux qui sont des lieux de patrimoine sont des lieux animés. Je vous ai vu, Guillaume Fischer, sourire tout à l'heure quand on a parlé de ces pique-niques panoramiques et musicaux. Eh bien oui, ce sont des lieux, ces lieux de parcs et de jardins où on vit des expériences qui sont uniques. Donc, nous allons pousser ça très, très fort, pousser ça avec une campagne de communication très importante, 700, 800 000 euros partagés avec l'ensemble des départements, des communautés de communes, etc. et des sites. Nous allons nous engager très fort pour montrer que maintenant, là, dans cette fin de printemps et tout au long de l'été, tout au long de l'automne, tout au long de l'hiver, il faut penser aussi que c'est la région de Noël au château. Nous avons encore de magnifiques mois de découverte et de passion. Et donc, collectivement, c'est la force de notre région. On travaille avec les sites, on travaille avec les autres collectivités. On pousse très, très fort. Très fort. Et quand on dit ça, il fallait que les restaurants et les hôtels ouvrent. Parce que quand vous venez en centre Val-de-Loire, vous avez envie d'y rester plusieurs jours. Vous avez envie à la fois de Beauval et de Chambord. Vous avez envie d'Amboise et du parc naturel régional du Perche. Donc, il faut qu'il y ait des lieux d'accueil. Le vélo, c'est un formidable vecteur. On a sur cette région vraiment un tourisme qui est complètement en phase avec l'attente de nos concitoyens. François Bonneau, avant de donner la parole à Thierry et à Sabine, cette campagne est baptisée Envie 2, c'est ça? Envie 2, absolument. Envie de Centre Val-de-Loire, envie des châteaux, envie des PNR, envie du vélo, envie de se retrouver, envie de retrouver la musique, le théâtre dans des lieux qui sont des lieux de patrimoine, envie finalement d'une vie un peu autrement. Je voudrais insister sur un point. Nous sommes pour 2020, et c'est assez contraint, mais on va l'être encore plus en 2021, la région Goût de France. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a envie du vignoble et de l'œnotourisme, qu'on a envie de nos bonnes tables avec Christophe et un magnifique chef qui est dans nos régions avec l'ensemble des maîtres restaurateurs. C'est un espace de vie, oui, envie de notre région. On part du désir profond qu'ont nos concitoyens au moment où ils se déconfinent, d'aller à la découverte, d'aller à la rencontre et de vivre de belles expériences. Alors, justement, en parlant des lieux, donc, quelle est votre réaction par rapport à cette ligne slow tourisme, douceur de vivre, accompagnée par donc les établissements, hôtels, restaurants? Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette stratégie qui, je le rappelle, ne date pas d'hier, puisque ça ne date pas du Covid, puisque ça fait plusieurs années, avec notamment la Loire à vélo, que la région Centre axe son développement sur le tourisme doux. Donc, je vous laisse la parole, Sabine, et puis on terminera donc par Thierry. On est complètement en phase avec ce que vient de dire le président Bonneau, bien évidemment. Nous avons la chance en Centre Val-de-Loire d'avoir une région extrêmement portée sur le tourisme et avec une communication formidable aujourd'hui. Mais avant cette crise, la région, l'UMI, travaillait beaucoup sur le recrutement, l'apprentissage, la professionnalisation. On a une campagne qui viendra dans les mois à venir pour mettre en avant nos métiers, pour mieux recruter et mieux professionnaliser. Et je pense que cette crise, on a peut-être une opportunité à en tirer. Et je pense qu'il faut le travailler maintenant. Effectivement, on sait très bien que la France, et notre région, Centre Val-de-Loire, est très attirante. Nous avons un territoire fantastique, nous avons de beaux restaurants, de beaux cafés, un plaisir de vivre formidable et une douceur de vivre formidable. Eh bien, je pense qu'il va falloir travailler autrement sur notre personnel, nos jeunes avec l'apprentissage, et peut-être mieux les professionnaliser, mieux les qualifier. Et je pense que c'est le moment de le faire maintenant,
nous allons avoir un peu de temps en définitive, parce que nous allons peut-être réduire notre activité pendant quelques mois, quelques années. Eh bien, profitons de ce temps et tirons-en un maximum de choses pour avoir des personnes qualifiées et vraiment représenter notre pays à l'international. Et je pense que ça, c'est important et c'est à mettre en place maintenant. Merci Sabine. Je terminerai avec donc Thierry sur grosso modo le redémarrage économique. Donc vous nous avez expliqué un petit peu tous les dispositifs qui sont mis en place par rapport à la stratégie de la région sur le slow tourisme. Comment est-ce que votre établissement se positionne? Quel est votre avis sur ce sujet? Alors on a un avis, mais on a également des actions. Effectivement, voilà. J'ai évoqué les financements, le volet fonds propres, il n'y a pas que ça. Les tendances s'accélèrent hein, si on prend une campagne de communication actuellement avec une transformation du secteur du tourisme et pas seulement du tourisme hein, qui s'est accéléré fortement avec cette crise du Covid et notamment sur tout ce qui est digitalisation. Hein. On a fait un formidable bond, une formidable accélération en termes de digitalisation. Il y a une vraie attente à ce niveau-là au niveau du secteur du tourisme. Des enjeux bien évidemment environnement et des enjeux RH. Hein. Je rebondis complètement sur les propos de Sabine Ferrand sur le sujet. Bpifrance participe à cette transformation au travers d'un dispositif important qui est stratégique chez nous, qui est l'accompagnement et l'accélération. Et donc l'accompagnement, ça consiste en des missions conseils hein, que l'on fait auprès des chefs d'entreprise hein, qui sont gratuites, hein, donc via e-learning pour professionnaliser, je dirais, toute la chaîne de valeur hein, donc offerte par le tourisme. Et puis également embarquer donc des chefs d'entreprise, hein, des restaurateurs, des hôteliers dans des programmes d'accélération, sur des programmes qui sont aussi cofinancés par la région hein, à travers de l'accélérateur régional, le président hein, qu'on a mis en place. On est en cours de recrutement d'une 3e promotion qui pourrait aussi typer un peu tourisme. Mais en tout cas, voilà, on a le souhait donc d'accompagner, de faire évoluer donc également cette approche hein, avec tous ces enjeux d'environnement. De digital et on va lancer d'ailleurs 2 promos nationales de 80 entreprises du tourisme au niveau national et pour les embarquer avec nous et puis on pourra le faire également au niveau régional avec l'accélérateur régional. Mais je crois effectivement il y a le volet financement, le volet fonds propres, il y a le volet accompagnement qui est extrêmement fort pour faire évoluer effectivement cette filière compte tenu que on a eu une accélération avec cette crise donc de transformation et donc du secteur. Merci Thierry. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie à tous les 4 d'y avoir participé. Peut-être donc ça a été quand même une bouffée d'optimisme, effectivement, que vous nous avez lancé, même de la part de Sabine Ferrand, qui effectivement est au premier chef et donc ses métiers sont devant des difficultés que chacun tant en termes de collectivité que l'État semble, comment dirais-je, résolu à aider. Est-ce que, François Bonneau, en 2 mots, vous pouvez conclure cette conférence avec optimisme, j'imagine? Oui, le tourisme en Centre-Val de Loire, c'est un tourisme qui a, dans toutes ces dernières années, pris son envol. Et c'est un vol vigoureux, magnifique, avec un émerveillement de tous les instants. On a cette période qui est une période que nous voulons une parenthèse où les choses ont été figées. Le battement d'ailes s'était arrêté et puis tout repart. Le battement d'ailes repart avec beaucoup d'énergie, avec véritablement une énorme diversité de choses à vivre et à découvrir. Et comme on joue collectif dans cette région, on joue avec les sites, on joue avec les parcs naturels régionaux, avec le Berry, avec le Nord, avec le Val-de-Loire. On a un tourisme typique. On est aujourd'hui complètement en phase avec l'attente de nos concitoyens. On a énormément envie de les accueillir très nombreux. Merci François Bonneau. J'ai une question de la part d'un éditeur que vous connaissez tous puisque c'est les éditions Sutton, donc à Tours, qui m'écrit en me disant qu'il ne voit pas, contrairement à d'autres secteurs d'activité, d'aide en faveur de l'édition
et notamment de l'édition régionale. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce que vous avez des informations? Et je pense notamment à la commande publique, puisqu'on a vu que la commande publique a investi, par exemple, par rapport aux commerçants. On voit qu'à Tours, le plan Étincelle, c'est 1,5 million d'euros en faveur des commerçants. Est-ce que vous avez des informations, François Bonneau, par rapport à une éventuelle commande publique des collectivités par rapport à ces petits éditeurs régionaux? Les petits éditeurs régionaux sont inquiets, préoccupés, totalement légitimes, bien évidemment, d'autant que Centre-Val de Loire s'est beaucoup investi, ce n'était pas le thème de ce matin, mais pour le soutien à la culture dans toutes ses formes. Et l'édition est bien évidemment liée à cette création en termes culturels. Et je dis très fort à nos éditeurs que, à la fois avec les grandes interventions qui sont les interventions de l'État, que ce soit le PGE, que ce soit le Fonds national de soutien dans lequel la région apporte 16 millions d'euros, ils sont bien évidemment légitimes à demander des soutiens, des aides. Et j'ajoute que le Fonds Renaissance, dont j'ai parlé tout à l'heure, 13 millions d'euros, peut être également un outil dont ils peuvent se saisir et qu'on sera très attentif à leurs demandes, à leurs attentes. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les quatre. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.